Alors que la guerre menaçait le Pacifique en 1940, la Seconde Guerre mondiale faisait déjà rage en Europe, et cet été-là, la marine américaine commandait son premier porte-avions de classe Essex. Mais avec la situation qui se dégradait visiblement et rapidement, en plus des 3 premiers navires commandés en juillet, 8 autres furent commandés en septembre, et le programme commença à s'étendre au-delà du chantier naval de Newport News pour finalement inclure un total de 5 grands chantiers navals. Cependant, la commande de 4 des 8 nouveaux navires, dont le CV-14, fut attribuée à Newport News. Mais malheureusement, cela dépassait la capacité de construction simultanée du chantier pour les grands navires, et donc, bien qu'il ait été la 6e coque commandée, le CV-14 dut attendre jusqu'en février 1943 pour être effectivement mis sur cale. Immédiatement après que la cale en question ait été libérée par le lancement de l'USS Yorktown CV-10, le CV-14 devint ainsi le 12e de la classe Essex à être mis sur cale. À l'origine, elle s'appelait Hancock, mais une campagne menée par une compagnie d'assurance du même nom a conduit à un échange de noms avec le CV-19 qui était plus proche de ladite compagnie d'assurance, et ainsi le CV-14 devint Ticonderoga en cours de construction. Son nom suivait la politique de dénomination confuse des porte-avions américains de l'époque, généralement inspirée de la guerre d'indépendance américaine. Bien que l'origine de ces noms soit un mélange entre des personnages célèbres, des navires notables et des batailles marquantes de cette période, un système qui allait d'ailleurs commencer à se détériorer encore davantage au fur et à mesure de la construction. Mais dans ce cas particulier, cela signifiait que le navire portait le nom de la bataille ou de la prise du fort Ticonderoga en 1775, qui fut l'un des premiers affrontements de ladite guerre d'indépendance. En raison du retard dans le début de la construction, le navire ne fut en réalité lancé qu'en février 1944, bien que, n'ayant passé qu'un peu plus d'1 an sur les cales, cela constituait en soi un exploit assez remarquable. Elle fut mise en service en mai de la même année et représentait une légère modification de la conception de la classe Essex, avec une proue un peu plus longue, ce qui permit d'installer des canons anti-aériens tout à l'avant, une caractéristique partagée par tous les membres suivants de la classe, sauf un. Après les essais appropriés et la période de rodage de l'équipage, Ticonderoga se dirigea vers le Pacifique, embarquant son groupe aérien et ses munitions, et atteignit Pearl Harbor en septembre, effectuant son premier déploiement en première ligne en novembre 1944. Au départ, elle semblait être un navire très chanceux, car au cours de plusieurs opérations, elle a contribué à abattre un certain nombre d'avions japonais, alors que des kamikazes et des avions d'attaque classiques pleuvaient tout autour d'elle. Elle a survécu, voyant au moins 3 de ses sœurs gravement touchées par des assaillants ayant réussi à passer, et affronté le typhon Cobra, subissant peu de dégâts, tandis que son groupe aérien infligeait de lourdes pertes à l'ennemi. Mais sa chance a tourné le 21 janvier 1945 lorsqu'un kamikaze est sorti en hurlant de la couverture nuageuse, a traversé son pont d'envol et a explosé dans le hangar. Un autre kamikaze l'a touché près de l'îlot et seuls les efforts des artilleurs anti-aériens, tirant alors que le navire brûlait, ont sauvé Ticonderoga de pires dégâts alors que d'autres assaillants japonais arrivaient encore. Grâce aux équipes de contrôle des avaries et à la position du navire par rapport au vent choisi par le capitaine, les incendies ont pu être maîtrisés. Cela incluait la mise en gîte contrôlée après avoir corrigé celle causée par les dégâts. Cela a permis à une grande quantité de carburant d'aviation en feu dans le hangar de s'écouler vers la mer, entraîné par une vague d'eau d'extinction déjà utilisée. Le navire a ensuite rejoint le Puget Sound pour réparation via Ulyss Pearl Harbor et a été déclaré prêt pour l'action environ 3 mois plus tard, fin avril. De retour sur la ligne de front à la fin du mois de mai, elle a frappé directement les îles japonaises et a affronté un autre typhon. Elle a ensuite poursuivi ses missions de frappe et était présente dans la baie de Tokyo pour la reddition officielle du Japon après avoir passé près de 6 mois à ramener des hommes chez eux. Elle a ensuite été placée en réserve à Bremerton pendant environ 5 ans avant d'être envoyée sur la côte atlantique en 1952 pour la modernisation SCB-27C qui permettait l'exploitation de nouveaux avions à réaction lourd, un processus qui durerait jusqu'à la fin de 1954. Elle n'a été active dans cette configuration particulière que pendant quelques années, car à l'été 1956, elle a de nouveau été retirée du service, cette fois pour recevoir un pont d'envol oblique dans le cadre du programme SCB-125. Ses travaux furent terminés au printemps 1957 et elle retourna dans le Pacifique, bien qu'elle soit restée inactive pendant la guerre de Corée.
Elle était présente dès le début de l'implication officielle des Américains dans la guerre du Vietnam. Ce furent ces avions qui répondirent à l'incident du golfe du Tonkin. Après cela, du milieu à la fin des années 1960, elle alterna les déploiements sur zone et les relèves, alors que la guerre du Vietnam s'intensifiait, effectuant 5 missions de combat qui durèrent jusqu'en 1969. Plus tard cette année-là, elle fut à nouveau ramenée pour être transformée en porte-avions anti-sous-marin. Cela ne prit pas trop de temps, et elle était de retour en haute mer à l'été 1970, toujours basée dans le Pacifique, mais elle n'opérait plus au large du Vietnam en raison de l'absence de sous-marins dans les forces nord-vietnamiennes. Parallèlement, elle s'entraînait avec des marines alliés et a servi de navire de récupération pour les missions lunaires Apollo 16 et Apollo 17, ainsi que pour le retour des astronautes de la station spatiale Skylab 2. Un peu usée à ce stade, elle serait désarmée en 1973 et vendue à la ferraille en 1975, ayant acquis 17 étoiles de bataille, 3 citations d'unités de la marine et une citation d'unité méritoire au cours de sa carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vos commentaires ou suggestions de navires à examiner, dites-le nous ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions dry dock.